Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion d'information sur le master spécialisé de Centrale Z, architecture des systèmes d'information. Alors nous serons trois aujourd'hui pour vous accueillir. Donc Laurie Delière, bonjour Laurie. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, conseillère formation qui vous accompagnera dans votre projet de formation. Et puis donc moi-même et Dominique Marcadet, qui sommes les deux co-responsables pédagogiques de la formation. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, nous allons commencer par quelques éléments de contexte pour bien mettre en exergue l'importance de l'architecture des systèmes d'information. Excuse-moi Pierre-Frédéric, je me permets de te couper, excuse-moi simplement pour préciser aux participants. Donc, vous êtes en écoute seul. En revanche, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, si vous regardez dans le menu, vous pouvez nous écrire vos questions et nous y répondrons au fil de la présentation. Merci. Excuse-moi. On va utiliser le chat et puis on réagira en fonction de vos remarques et de vos questions. Voilà, donc dressons le décor pour les entreprises aujourd'hui. Le monde est devenu très, très volatile, très incertain. Il peut changer radicalement dans des délais extrêmement brefs. On l'a vu notamment avec la pandémie. Ça, c'est un premier paramètre. Donc, l'incertitude, la volatilité, la complexité de l'environnement. Le deuxième paramètre, c'est l'omniprésence du numérique. Aujourd'hui, toutes les entreprises se posent la question de comment est-ce que je peux transformer mon modèle d'affaires grâce au numérique. Et donc, il y a des investissements sur le numérique qui sont massifs actuellement. Et parfois, ces investissements, ils ne sont pas toujours faits à bon escient, puisqu'il y a beaucoup de modes technologiques, il y a des vagues incessantes de nouvelles technos, et les entreprises ont parfois un petit peu de mal à faire le tri. Et bien, un des rôles des architectes, ça sera justement d'utiliser les bonnes technologies pour faire les bons projets, pour véritablement aider les entreprises à être plus performantes et plus efficientes. Alors, hélas, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, c'est pas toujours le cas. Les investissements sur le numérique sont parfois faits de manière désordonnée et peuvent conduire à un effet finalement contre-productif où on va générer de la complexité au lieu de générer de l'agilité et de l'efficacité. C'est un peu ce que montre l'étude qui a été conduite par McKinsey Inlay Business School, où on explique que finalement, ces investissements numériques, ils ont généré beaucoup plus d'interfaces point à point, donc plus de liens, plus d'intrications entre les différents systèmes de l'entreprise, une moins bonne qualité de la documentation et un moins bon taux de réutilisation des services logiciels. Au final, on risque d'avoir plus de complexité et plus d'embolie dans le système d'information, et donc moins d'agilité, qui était quand même l'objectif recherché initialement. Donc, on a besoin d'accompagner les métiers pour qu'ils fassent les bons choix, qu'ils investissent sur les bonnes technologies et qu'ils construisent des systèmes de façon à ce qu'ils soient efficaces, évolutifs et pérennes. Et ça fait partie effectivement du rôle des architectes. Donc, c'est une fonction qui a toujours existé, qui est encore plus essentielle aujourd'hui où le numérique est partout dans les entreprises. Alors, que font justement les architectes? Les architectes, si on prend l'analogie avec les architectes des bâtiments, ils font des plans, ils font des schémas, ils décrivent ce qu'on cherche à construire. Dans les entreprises, les architectes des systèmes d'information, ils font des modèles, ils font des cartographies, et ils sont capables d'aider à décrire le fonctionnement des systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, pour que chacun puisse comprendre d'où est-ce qu'on part. En même temps, ils peuvent également aider dans les projets à définir les plans des systèmes qu'on cherche à construire, ce qu'on va appeler l'architecture cible du système d'information. Donc, en comprenant les forces et les faiblesses des systèmes en place et par des analyses d'impact et en même temps en concevant des systèmes futurs qui soient évolutifs, bien, on va donc comprendre le point de départ, le point d'arrivée, et ensuite pouvoir dessiner des trajectoires de transformation de l'existant vers cette cible et essayer de minimiser les risques au fur et à mesure de cette transformation et permettre donc à l'entreprise de réussir ses projets de transformation. Alors, l'architecte va apporter
une approche dite systémique. On va voir l'entreprise comme étant un tout. Et d'ailleurs, on va dépasser le strict périmètre du système d'information, des technologies de l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les entreprises qui réussissent sont celles qui sont à la fois très performantes sur leur organisation, leur processus métier, la façon dont les hommes et les femmes de l'entreprise travaillent ensemble, ce qu'on va appeler l'architecture du métier, c'est la structuration des 3 éléments homme, organisation, processus, et on fait ça en synergie avec l'architecture des systèmes d'information. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs systèmes informatiques du monde, s'ils sont utilisés dans des processus qui sont désorganisés, ils ne vont pas apporter plus d'efficience. Donc, il faut à la fois optimiser la structure du métier et la structure des systèmes informatiques pour que, ensemble, ils permettent à l'entreprise de performer. C'est pour ça que on va notamment parler d'architecture d'entreprise et plus seulement d'architecture du système d'information. Et c'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que l'architecture des systèmes d'information, elle nécessite aussi d'avoir une bonne compréhension du métier et de s'intéresser à la façon dont le métier est structuré. Un des éléments aussi qui est clé dans l'époque actuelle, c'est que le rôle des architectes des systèmes d'information, il est amené à évoluer. Ils ont longtemps été là pour prescrire un certain nombre de règles et contrôler que ces règles étaient respectées dans les projets. Et on leur a d'ailleurs reproché à juste titre d'être un petit peu dans leur tour d'ivoire et de loin d'essayer de diriger ce qui est fait par les équipes dans les projets. Aujourd'hui, comme on est passé dans un monde qui est beaucoup plus agile, qui va beaucoup plus vite, avec énormément d'innovation en permanence et aussi beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité dans les équipes qui font les projets, l'architecte, il a besoin de descendre sur le terrain, il a besoin de se mettre au service des équipes projets et de favoriser finalement la collaboration entre les équipes projets et le partage de bonnes pratiques. Un peu un changement assez important au niveau des fonctions d'architecte. Et on s'aperçoit que ce rôle finalement d'intégrateur, de coordinateur sur le terrain, c'est un rôle qui requiert des soft skills importants de communication, d'écoute, mais aussi de conviction, de négociation, de façon à faire en sorte que les équipes prennent les bonnes décisions d'architecture sur le terrain et globalement partagent au mieux les meilleures pratiques qu'elles ont pu identifier. Donc, nous allons résolument, je dirais, promouvoir ce rôle moderne d'architecte des systèmes d'information au service de l'efficacité dans des environnements agiles. Voilà, donc c'est un métier qui est difficile. C'est aussi pour ça que les entreprises ont du mal à trouver des architectes et qu'elles recrutent beaucoup ou qu'elles les forment en interne. Et c'est généralement un métier qui va nécessiter un petit peu d'expérience pour être efficace. Parce que c'est un métier difficile. Il faut à la fois répondre aux enjeux d'agilité, donc faire vite, et en même temps conserver cet objectif de créer des systèmes qui soient performants, évolutifs sur le moyen long terme, donc faire bien, faire vite et bien, en étant, je dirais, au bout du jour, c'est-à-dire à l'état de l'art, en maîtrisant donc les architectures technologiques modernes qui sont citées ici, et en même temps en sachant le faire dans finalement des approches qui sont aujourd'hui très majoritairement dominées par des méthodes agiles et d'agilité à l'échelle, qui sont adoptées massivement par toutes les entreprises, qui nécessitent donc d'aller faire des projets très vite, itérativement sur le terrain. Et donc, il faut être capable de prendre en permanence des décisions d'architecture qui soient les meilleures possibles. Et l'architecte doit être sur le terrain, comme on l'a indiqué, pour aider les équipes projets à prendre ces bonnes décisions. Et en même temps, c'est là où il a un double rôle, garantir par sa vision globale et son recul que la cohérence du système d'information est préservée au fur et à mesure des évolutions et que
on ne va pas s'enferrer, par exemple, dans de la dette technique, on ne va pas progressivement emboliser le SI par des choix tactiques qui seraient sous-optimaux. Hein. Et donc, l'architecte, il est là aussi pour veiller sur la bonne évolution du SI sur le moyen long terme. Donc, ça va nécessiter beaucoup d'interactions avec toutes les équipes projet, avec les décideurs, donc avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, d'où l'importance, encore une fois, des compétences comportementales des architectes. Alors, je vais passer la parole à Dominique pour vous présenter le public qui vient dans notre formation et le programme de la formation. Donc, effectivement, par rapport à ce qu'a expliqué Pierre-Frédéric sur notre analyse de la place de l'architecte dans les entreprises, les évolutions des systèmes d'information, donc nous avons monté cette formation avec des profils un peu identifiés qui sont déclinés ici sur ce transparent. Hein. Donc, effectivement, nous avons déjà des personnes qui ont quelque part déjà le métier d'architecte, qui font le métier d'architecte en termes de fonction, mais qui n'ont pas, enfin, qui ont monté peu à peu en compétences dans l'entreprise, mais voilà, ils veulent un peu consolider l'ensemble de ces compétences qu'ils ont acquis. Il y a toute une partie aussi d'échange avec les autres participants qui est très importante pour cette acquisition de compétences et cette formation. Et ainsi, avoir la reconnaissance par l'intervalle du diplôme qu'ils sont effectivement un architecte. Donc là, on parlera effectivement d'architectes seniors, puisqu'ils ont le métier depuis plusieurs années. Ensuite, on a des professionnels des systèmes d'information qui sont, par exemple, des experts sur le réseau qui, peu à peu, avec l'évolution justement des technologies réseau, sont devenus aussi un peu compétents sur la virtualisation, etc., et qui, peu à peu, agrandissent leur domaine de compétences sur les différents éléments de l'infrastructure, et donc ils veulent devenir à ce moment-là architectes techniques. On va aussi avoir côté logiciel des développeurs qui vont être très compétents dans une technologie particulière et puis qui peu à peu vont élargir eux aussi leur spectre d'outils et de techno, et donc ils vont pouvoir devenir architectes logiciels afin d'avoir une vision un peu plus globale des différentes façons d'organiser une architecture applicative, de faire interagir les différents composants applicatifs. Et puis, on peut avoir aussi en autres personnes qui viendraient suivre la formation, pas forcément des professionnels du système d'information au niveau technique, mais plus des professionnels en tant que manager d'un système d'information, de composants applicatifs, plus en lien avec le métier. C'est le cas souvent dans des entreprises qui ne sont pas assez grandes pour avoir des postes d'architectes, en particulier d'architectes d'entreprise. Donc à ce moment-là, ils ne seront pas directement architectes, mais dans leur fonction, ils auront une partie d'architecture et viennent acquérir les compétences qui sont nécessaires justement pour exercer correctement cette fonction d'architecte. Voilà, donc par rapport à ce public visé, hein, on décline un peu les différents objectifs de notre formation, qui sont bien sûr en lien avec le contexte qu'on a analysé avant. Donc, Pierre-Frédéric l'a bien expliqué, hein, l'architecte, il est quelque part au cœur, il doit faire le lien entre la stratégie de l'entreprise et puis l'évolution du système d'information. Donc, l'architecte doit avoir une vision complète de l'entreprise, de qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise, comment une telle stratégie peut se décliner sur l'évolution du système d'information. Ensuite, pour appliquer effectivement ces compétences d'architecte, hein, il faut des méthodes, hein, des fondamentaux méthodologiques. Donc, comment est-ce qu'on organise un projet de conception d'un composant applicatif dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on insère ce composant dans ce qui existe déjà? Donc, comment on prend en compte l'évolution des technologies? Donc, pour ça, on a besoin effectivement d'être au courant des dernières évolutions, donc de la veille technologique. Hein. Ensuite, quand il y a des besoins d'identifier au niveau du métier, il va falloir essayer de les formaliser sous forme d'exigences. Et puis, une fois que les exigences sont identifiées, on va imaginer effectivement quelles sont les fonctions que doit rendre ce nouveau composant du système d'information.
Il y a tout un panorama, bien évidemment, de notre formation sur les techniques, l'état de l'art des techniques et technologies de l'informatique, afin d'être au courant, parce que souvent, on n'a pas forcément le temps, dans son métier de tous les jours, de suivre toutes les évolutions. Ensuite, et Pierre-Frédéric a bien insisté dessus, hein, il y a un point très important de l'architecte, c'est ses soft skills, hein, c'est son besoin de communication, d'explication, de convaincre, de négocier. Donc, toutes ces compétences comportementales sont enseignées dans notre master spécialisé. Et enfin, on a donc identifié trois sortes d'architectes, hein, ceux qui sont plus orientés architectes techniques, infrastructure, ceux qui sont plus orientés sur l'aspect logiciel, et c'est ceux qui sont plus en lien avec le métier. Hein. C'est pour ça que dans notre formation, il y a un tronc commun qu'on va vous présenter juste après, et derrière, il y a 3 options sur ces 3 types d'architectes que nous avons identifiés. Donc, le programme est constitué il y a 60 jours de formation. Il y a une partie tronc commun qui est donc constituée de 35 jours de formation, qui est organisée ici, vous voyez, en 5 blocs. Donc, le premier bloc des besoins de l'entreprise au système d'information, hein, c'est, pour reprendre effectivement ce qu'on a déjà dit, c'est l'architecte dans l'entreprise où il se situe, en quoi il intervient pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise au niveau du système d'information. Donc c'est là aussi qu'on va un peu parler d'urbanisation du système d'information, hein, qui permet effectivement d'avoir une cartographie globale de l'ensemble du système et des interactions entre ces différents composants. Dans ce bloc aussi, c'est là qu'on va effectivement vous donner un peu de compétences sur la formalisation des besoins, donc l'ingénierie des exigences, et ensuite la déclinaison en spécifications fonctionnelles qui vont permettre de répondre à ces besoins. Un gros bloc derrière de 10 jours, hein, sur tout ce qui est méthodologie d'architecture. Donc, on va vous parler effectivement des différentes faces. Bien sûr, on va revenir un peu sur l'historique, hein, avec les méthodologies, les cycles en V, etc. Mais on va bien sûr vous parler aussi des méthodes agiles. On va vous expliquer un peu et vous montrer comment les projets évoluent, enfin, avec ces nouvelles façons, ces nouvelles méthodes. Bien évidemment, tout projet d'architecture intègre une dimension financière. Alors, il ne s'agit pas de vous faire des experts financiers là-dessus, mais il s'agit effectivement de comprendre les contraintes qui sont issues de cette dimension financière. Et par ailleurs, un nouveau composant, enfin, un système d'information évolue régulièrement, et donc on rajoute des composants, on change des composants. Et donc, il est très important de mesurer en amont, hein, quand on rajoute un composant ou quand on change un composant, quelles vont être les conséquences de cette modification du système d'information sur le fonctionnement global, donc l'évaluation d'impact. Le troisième bloc vous parle donc de fondamentaux d'architecture. Donc, on va, dans ce cadre-là, évoquer ce qu'on appelle donc la fondation, hein, c'est-à-dire d'identifier des composants qu'on va réutiliser dans plusieurs projets, qui vont être, ça permet de la réutilisation. Ensuite, un système d'information, par principe, manipule un grand nombre de données. Hein. Donc, il faut savoir, il y a beaucoup d'échanges de données entre différents composants applicatifs. Hein. Donc, on a besoin d'architecturer un peu ces échanges et de faire un référentiel un peu commun qui va nous permettre d'uniformiser un peu les différentes façons de présenter ces données. Je l'ai dit, hein, un système d'information, c'est pas une seule brique, c'est pas un seul morceau, c'est un grand nombre de composants, hein, d'autant plus grand ce nombre que l'entreprise est grande. Et donc, ces différents composants doivent s'échanger des données. C'est là qu'on appelle d'intégration applicative. Hein. On va faire en sorte que les données qui sont produites par un composant soient correctement reçues par un autre composant. Et enfin, la sécurité, la cybersécurité est évidemment un sujet essentiel. Donc, il y a un premier jour sur les aspects généraux de la sécurité des systèmes d'information qui est donné dans ce bloc. On y revient un peu plus en détail ensuite dans les options. Le bloc concernant la veille technologique, regroupe 2 choses. Hein, à la fois comment faire une veille technologique efficace,
qui soient, bien sûr, utilisés le moins de temps possible, mais qui permettent d'être au courant de toutes les évolutions et d'identifier assez rapidement celles qui pourraient avoir un intérêt ou des conséquences sur son propre système d'information. Et ensuite, on va regarder quelques grandes tendances actuelles, plus ou moins matures, des évolutions de systèmes d'information. Alors le cloud, ça, on en parle depuis un certain temps, hein, mais ça change encore beaucoup, hein, le cloud évolue beaucoup, donc on présentera l'ensemble des possibilités offertes par le cloud. Les données, on l'a dit, sont de plus en plus nombreuses, donc il faut, ça rejoint un peu l'architecture des données, il va falloir manipuler de très gros volumes de données, réussir à en extraire de l'information pertinente. Et là, l'intelligence artificielle peut être un grand aide. Et enfin, quelques sujets qui sont au goût du jour, je dirais, hein, qui sont effectivement, on est dans un contexte avec l'évolution climatique et la production CO2, hein, donc il faut forcément se poser la question du numérique durable. La blockchain, je pense que vous avez tous entendu parler, en particulier avec les crypto-monnaies, mais on commence à avoir des applications pratiques en entreprise de cette technologie. L'Internet des objets aussi, avec le questionnement de positionnement d'où se fait le traitement des données. Hein. On parle de, est-ce qu'on va aller dans le traitement des données ou tout près des composants qui intègrent des capteurs et donc c'est IoT. Hein. Et enfin, quelques informations sur comment se positionner par rapport au monde de l'open source, hein, qui prend de l'importance de plus en plus. Voilà. Le dernier bloc de ce tronc commun, il concerne en particulier tout ce qui est justement les soft skills, hein, donc communiquer oralement, argumenter, convaincre, l'aspect leadership de l'architecte, raisonner, l'aspect négociation aussi. Nous avons aussi on aborde bien évidemment aussi les aspects un peu réglementaires. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler du RGPD. On ne peut pas ignorer cette loi par rapport à son propre système d'information. Et enfin, l'architecte peut éventuellement être sollicité dans le cas de crise. Hein. Donc, il y aura un jour de formation autour de l'aspect gestion de crise, comment effectivement être le plus efficace possible dans un cas où il y a un souci important. Donc ce tronc commun de 35 jours, ensuite, il va être complété par trois options de spécialisation de cette formation d'architecte, hein, qu'on a déjà évoqué, architecte technique, l'architecte logiciel et l'architecte d'entreprise. Donc l'architecte technique, lui, est effectivement plus concentré sur l'infrastructure. Alors bien évidemment, on va parler de réseau, de stockage, de compute, etc. Mais bien évidemment, l'évolution vers la virtualisation, vers le cloud, fait évoluer le travail de l'architecte technique. Hein. Donc on a tout un module de 14 jours, hein, sur un panorama complet de l'ensemble de ces technologies du data center au cloud. Un deuxième module de DevOps donc, hein, qui vise à essayer d'améliorer effectivement le lien entre la partie développement d'une application et son exploitation. Donc, on va parler bien sûr, par exemple, de plateformes d'intégration continue, hein, avec des tests automatiques et même du déploiement automatique. On va vous parler d'infra as code, hein, c'est-à-dire que d'écrire une infrastructure sous forme déclarative en termes de code. Et puis, on va bien sûr vous parler de tests et de supervision. Ensuite, une fois qu'on est en mode exploitation, comment vérifier que tout se passe convenablement, hein, et être en amont le plus près possible pour détecter les problèmes et pouvoir les résoudre aussitôt que possible. La sécurité, je l'ai déjà dit, est un sujet fondamental. Hein, donc après la journée sécurité qui est dans le tronc commun, qui présente le problématique de manière générale, les architectes techniques ont 6 jours consacrés aux différents aspects liés à la sécurité des réseaux, des infrastructures, etc., etc. Donc ces cours-là sont réalisés par une équipe rennaise de Centrale Supélec, hein, qui est très connue en termes de recherche, justement, tout ce qui est la sécurité des systèmes d'information. Pour ce qui concerne l'architecte logiciel, alors, on va reprendre une partie de l'état d'art des architectures techniques, hein, par exemple
On va parler dans ce module état de l'art des systèmes d'exploitation et de la virtualisation. Ce cours sera commun avec les architectes logiciels, de même que tout ce qui va concerner le cloud et les conteneurs. Hein. Donc, ces cours-là vont être communs entre architectes logiciels et architectes techniques. Ensuite, il y a un gros module de 10 jours sur l'état de l'art des architectures applicatives. Hein. Alors, il y aura un peu, bien sûr, d'état de l'art de présentation historique avec les architectures entières et tout, mais on va aussi vous parler des architectures modernes, hein, de ce qu'on appelle les architectures cloud natives, des microservices, des architectures basées sur des middleware messages. On va vous parler du côté des clients aussi, hein, que ce soit client mobile, client léger ou client lourd. On reviendra un peu plus en détail sur l'architecture des données, qui aura déjà été vu en partie dans le tronc commun. Voilà, on va approfondir à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi un module DevOps hein, qui va être en grande partie commun avec le module DevOps de l'architecte technique. Hein. On vous parlera aussi d'intégration continue, de déploiement continu, d'infra as code et de tests automatisés. Hein. Donc, on ira un petit peu plus loin sur l'aspect effectivement organisation d'une équipe dans le cadre d'initiative DevOps. Et enfin, la sécurité vue côté applicatif hein, sera donc déclinée sur 3 jours dans cette option architecte logiciel. Concernant l'architecte d'entreprise, donc c'est lui qui est le plus proche du métier. Donc c'est pour ça qu'on a 6 jours hein, qui concernent à bien effectivement pouvoir situer le rôle de l'architecte par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à la gouvernance du système d'information, par rapport aux aspects économiques de ce système d'information. Donc ce module qui s'appelle alignement métier, puisque c'est très important pour l'architecte d'entreprise qui doit avoir une vision globale de l'ensemble du système d'information, hein, de prendre des décisions qui soient en accord avec la stratégie de l'entreprise. Ensuite, il y a un certain nombre de méthodologies, hein, de cadres, on appelle ça des cadres d'architecture d'entreprise. Donc, le plus connu est peut-être TOGAF, hein, mais ce n'est pas le seul. Donc, ils vous seront présentés dans ce module méthodologie d'architecture d'entreprise. Hein. Donc, il y a 5 jours qui sont consacrés effectivement là, au cadre TOGAF, hein, mais il y a 2 autres jours qui vont vous présenter d'autres approches et d'autres variantes autour de ces méthodologies. Ensuite, l'architecte d'entreprise doit beaucoup modéliser, que ce soit à la fois les processus, le système d'information lui-même, les données, les capacités, les applications, etc. Donc, il y a ce module de 5 jours qui est consacré effectivement à la modélisation. L'architecte d'entreprise, avec sa vision globale du système d'information, il est en premier plan pour justement toutes les problématiques d'intégration applicative, justement faire communiquer entre eux différents composants applicatifs du système d'information, et donc se poser en particulier aussi sur l'aspect architecture des données, parce que c'est un peu de plus en plus le centre auquel les différents composants applicatifs vont aller puiser ce qu'ils ont besoin. Un jour sur la sécurité dans le contexte des architectes d'entreprise. Et pour terminer, on a donc des cas pratiques hein, qui vont consister à des témoignages d'architectes dans différentes entreprises hein, qui vont présenter leurs démarches, leurs succès ou leurs difficultés, leurs évolutions, leurs changements qui évoluent par rapport à leur métier. Voilà, ces cas pratiques qui sont présentés donc par des professionnels architectes d'entreprise. Voilà pour le programme. Pour la suite, hein, on vous propose de regarder un petit peu tout ce qui est processus d'inscription et si vous avez des questions, alors déjà dans cette réunion d'information, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions et puis par ailleurs, vous pouvez également très simplement contacter un certain nombre de nos anciens, de nos alumni et on a mis en ligne un certain nombre de témoignages, mais on peut également vous mettre en contact directement avec un certain nombre de participants. Laurie, tu veux prendre la suite? Oui, merci. Merci. Alors, donc comme
présentation de tout à l'heure, je suis donc la conseillère formation. Je vais vraiment vous accompagner dans tout le process d'inscription jusqu'au démarrage de la formation. Donc, je suis votre interlocutrice, mais je suis également l'interlocutrice de votre employeur. Donc, les critères d'admission, nous avons vu les différents profils des candidats qui postulaient chez nous, des professionnels, on les a cités dans les slides précédentes, des technologies de l'information qui viennent du monde de l'informatique et qui souhaitent donc consolider leurs compétences ou évoluer dans le domaine de l'architecture. Pour candidater, il faut être soit titulaire d'un bac+4 ou bac+5, être professionnel, évidemment avec plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'architecture. Mais nous avons ce qu'on appelle chez nous des dossiers dérogatoires. Donc, vous pouvez être titulaire d'un bac+3 avec plusieurs années d'expérience professionnelle. Je vous adresserai un dossier qui s'appelle le dossier VAP, validation des acquis professionnels, qui vous permet en fait de vous rendre éligible pour candidater à cette formation. En revanche, les bac+2 ne sont pas éligibles. Le niveau académique le plus bas, entre guillemets, que nous acceptons, c'est le niveau bac+3. Et nous avons chaque année 1 ou 2 jeunes diplômés qui font partie des dossiers dérogatoires qui nous rejoignent parce qu'ils ont effectué de nombreux stages dans les SI ou effectué leurs années post-bac en alternance. Donc, ce qu'on peut dire, Laurie, hein, c'est que le spectre de nos participants, il est très très large. On a des gens qui ont de 25 à 50 ans. On est un master spécialisé qui s'adresse prioritairement à des gens qui sont assez expérimentés et qui sont déjà en entreprise. On est un master spécialisé part-time. Les gens alternent entre de l'activité professionnelle et la formation une semaine par mois. Hein. Historiquement, la moyenne d'âge de nos participants, c'est entre 35 et 40 ans, mais effectivement, on a régulièrement aussi des jeunes diplômés de moins de 30 ans qui ont parfois une première expérience et qui ont par contre bien identifié que le métier qu'ils voulaient exercer, c'était le métier d'architecte. Ça, c'est un des points sur lesquels nous, on va insister. Il faut avoir une bonne compréhension de ce que fait un architecte des systèmes d'information en entreprise et que ça soit complètement aligné avec votre projet professionnel. Donc, il y a une cohérence finalement de votre candidature par rapport au choix de ce cursus. Hein. Et on vous demande d'ailleurs dès l'entretien de sélection quelle est l'option que vous choisissez, pourquoi vous choisissez cette option. Et l'autre point aussi important, c'est que vous avez besoin de pratiquer l'architecture pendant la formation. Il faut que dans l'entreprise qui vous emploie, vous ayez un sujet d'architecture à traiter, l'architecture technique si vous êtes dans cette option-là, ou l'architecture logicielle ou l'architecture d'entreprise. Il y a aussi une cohérence entre ce que vous allez pouvoir faire sur le terrain et le contenu de la formation. Donc, ça fait aussi partie des questions qu'on pose dans l'entretien de sélection. C'est est-ce que votre entreprise vous suit? Est-ce que vous aurez un sujet de projet qui vous permettra de faire un bon mémoire? Voilà, il faut je dirais, pour être complètement efficace dans cette année de formation, la partie théorique à l'école et une partie pratique sur le terrain en entreprise. Et pour les personnes, notamment les jeunes diplômés qui vont par exemple être dans un contrat de professionnalisation hein, en alternance, il faut qu'ils trouvent effectivement une entreprise qui va leur permettre effectivement de faire un projet d'architecture. Merci. Alors, il y a différents moyens de financement possibles pour suivre cette formation. Donc, vous aurez mes coordonnées à l'issue de cette présentation et je vous invite à me contacter pour qu'on puisse échanger de vive voix, puisqu'en fonction de votre parcours, de votre situation, tel ou tel financement est plus approprié. Donc, effectivement, les jeunes diplômés, vous pouvez être jeunes diplômés et demandeurs d'emploi. C'est très important parce que le contrat de professionnalisation, le contrat d'alternance, ne peut être mis en place que pour les participants qui ont moins de 26 ans.
En revanche, si vous êtes demandeur d'emploi, même si vous avez plus de 26 ans, vous êtes tout de même éligible au contrat de professionnalisation. Ce qui signifie qu'en contrat pro, c'est l'entreprise qui finance l'intégralité de votre formation et qui vous rémunère tous les mois. Si vous êtes salarié, votre employeur peut vous accompagner. Comme la formation délivre un titre RNCP de niveau 7, votre employeur peut vous accompagner via le plan de développement de compétences. C'est le nouveau nom du plan de formation. Vous pouvez également utiliser vos heures CPF pour financer une partie de votre formation, puisqu'on ne peut pas, nous sommes plafonnés à 5 000 € avec les heures CPF, mais vous pouvez aussi cumuler plusieurs financements possibles. Vous pouvez utiliser vos heures CPF, votre employeur peut vous accompagner sur une partie du financement et vous pouvez régler aussi à titre personnel le solde. Voilà, on peut mettre en place différents financements possibles. Également le CPF de transition professionnelle, donc qui s'appelait anciennement le fonds GESIF, donc le fameux dossier CIF, qui est un petit peu plus simple maintenant. Vous pouvez être accompagné d'un CEP, donc c'est un conseiller en évolution professionnelle, qui ne fait pas partie de Centrale Supélec, qui fait vraiment partie de transition professionnelle, qui vous accompagne aussi dans votre démarche de financement. Je vous accompagne aussi et je vous aide dans la rédaction de ce dossier. Pôle emploi peut également vous accompagner dans le financement de cette formation. Et puis, on peut aussi vous proposer un échéancier de règlement en 3 fois pour les financements personnels et également pour vos entreprises. Vous voyez, il y a beaucoup de financements possibles. Il y en a forcément un qui vous correspondra, donc il ne faut pas hésiter à me contacter pour que je vous accompagne. Un dernier point sur les financements pour les candidats étrangers. J'insiste sur ce point-là parce que avec la nouvelle réforme, effectivement, sur les contrats d'alternance, même pour les candidats étrangers, le contrat d'apprentissage est possible. Nous ne pouvons pas proposer de contrat d'apprentissage puisque nous ne sommes pas un CFA, nous ne pouvons proposer que des contrats de professionnalisation. Et malheureusement, pour les candidats étrangers, vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes éligible plutôt qu'à une seule condition, c'est que vous soyez en France depuis au moins 2 ans ou bien que vous ayez étudié en France depuis 1 an. Ce n'est pas la même chose que le contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est un point important. Et si vous n'êtes pas éligible au contrat de professionnalisation, on peut vous proposer de mettre en place une convention de stage alternée. C'est l'équivalent d'une convention de stage classique, mais alternée puisque vous alternez entre votre semaine de formation et les 3 semaines en entreprise pendant les 12 mois de la formation. La procédure de candidature, elle est très simple. Donc, grâce au QR code, vous aurez accès directement à notre nouvelle plateforme en ligne. Vous devez déposer un dossier de candidature assez standard, CV, lettre de motivation, vos derniers diplômes. On vous demande aussi les coordonnées d'au moins 2 référents. Vous avez simplement à renseigner leurs coordonnées mail et ensuite ils reçoivent automatiquement un mail avec le formulaire de recommandation à compléter. On sait que nous sommes déjà tous beaucoup sollicités, donc le questionnaire est assez rapide à répondre avec des questions et des réponses sous forme de liste déroulante. Il y a deux zones de texte, donc c'est quelque chose de très rapide, un questionnaire très rapide à compléter. Vous aurez des frais de dossier, donc c'est 150 € à régler sur la plateforme pour pouvoir le finaliser et le valider. Ces 150 € ne sont pas remboursés que vous soyez admis ou refusé puisque c'est le temps passé à étudier votre dossier, vérifier l'authenticité de vos diplômes et puis l'entretien de sélection que vous aurez ensuite avec Dominique et Pierre-Frédéric. Entretien de sélection qui dure entre 30 et 45 minutes, pendant lequel vous allez présenter votre parcours professionnel, surtout votre projet professionnel. Et c'est à l'issue de cet entretien que nous serons en mesure de vous confirmer si oui ou non vous êtes admis. Et ensuite, toute la partie administrative pour le financement. Je reprends contact avec vous pour vous annoncer bien l'avis qui a été donné suite à votre entretien d'admissibilité. Et puis, nous mettons en place ensemble le financement et puis la partie administrative pour que vous puissiez démarrer
la formation le 16 janvier en toute sérénité. Donc à partir de là, débutent les cours, débute une nouvelle aventure, toujours passionnante, en tout cas c'est tout ce que nous disent nos alumni, qui souvent changent leur carrière professionnelle et leur permet d'atteindre des nouveaux jobs auxquels ils n'auraient pas pu espérer auparavant. Et donc, la rentrée a lieu le 16 janvier. Vous pouvez déposer un dossier de candidature sur notre plateforme jusqu'au fin novembre. On essaye d'être assez réactif sur l'organisation des entretiens, de façon à ce qu'on puisse présenter tous les dossiers à nos commissions d'admission le plus rapidement possible et vous donner une réponse également le plus rapidement possible. Donc, voici nos coordonnées, donc les coordonnées de Pierre-Frédéric et Dominique. Alors, ils sont, vous doutez bien, très sollicités. Le point d'entrée, c'est vrai que tout ce qui concerne l'admission, je suis votre interlocutrice principale. Après, s'il s'agit vraiment de questions techniques sur le contenu de la formation, effectivement, ce sont vos interlocuteurs, mais privilégiez un premier contact avec moi. Donc, si vous avez comme objectif de devenir architecte, de confirmer votre statut d'architecte des systèmes d'information, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous ne connaissiez pas foncièrement ce métier, mais que ça peut vous intéresser, écoutez, renseignez-vous et regardez si ça peut correspondre à vos objectifs et n'hésitez pas du coup ensuite à candidater. On sera ravis d'échanger avec vous lors de l'entretien de sélection pour confirmer que votre projet pédagogique peut être augmenté grâce à notre formation, qui, encore une fois, pour tous nos alumni, a souvent été une expérience assez unique. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans l'onglet questions à nous écrire. On reste à votre disposition. Profitez-en. Vous avez les deux experts du programme à votre disposition. C'est vraiment le moment. Il ne faut pas hésiter. Non, bien écoutez, nous n'avons pas de questions. Vous avez été très clairs, messieurs. Merci. N'hésitez pas à contacter Laurie si jamais des questions viennent par la suite. Et puis, Laurie nous transmettra les questions techniques sur le programme ou autres. Et on reste tous à votre disposition pour vous aider dans votre projet professionnel. Merci à tous. Excellente journée et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, messieurs. À bientôt.